En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain. Bonjour Alain. Bonjour Domitille. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours avec nous. Vous êtes ici pour nous parler de votre histoire. À 65 ans, vous êtes atteint d'un mélanome. C'est un cancer de la peau qui se développe à partir des mélanocytes, cellules qui fabriquent la mélanine. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui pour que votre partage puisse être utile à d'autres personnes confrontées à cette maladie. Comme à chaque début de nos podcasts, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Comme vous l'avez dit, j'ai 65 ans, donc je suis un ingénieur de recherche en retraite. Je travaillais dans le secteur pétrolier et j'ai vécu de nombreuses années en expatriation en Asie. Donc, et en retraite, nous avons décidé de venir vivre aux États-Unis, le pays natal de mon épouse. J'ai 2 enfants, 2 filles qui travaillent dans le secteur médical et vous comprendrez plus tard dans l'interview le rôle très important que l'ont joué mon épouse et mes 2 filles dans la gestion de cette maladie. Merci pour cette présentation. Pour aider les personnes atteintes de cette même maladie, ainsi que leur famille et leur entourage, pouvez-vous nous raconter comment vous avez pu identifier votre problème de santé? Quels étaient les premiers symptômes? Qu'est-ce qui vous a interpellé pour aller voir le médecin? Oui, une tâche insignifiante en fait, mais persistante, d'environ 2 cm de diamètre. Bien sûr, elle a grossi jusqu'à 2 cm de diamètre, est apparue sur mon avant-bras droit. Cette tache changeait de couleur, de diamètre, elle me démangeait parfois, et aussi saignait facilement si par mégarde j'égratignais cette tache en faisant des travaux de bricolage ou de jardinage. Donc j'ai consulté un dermatologue dans notre pays d'expatriation en Asie. Il n'a pas identifié de signes avant-coureurs d'un cancer de la peau. Malheureusement, il a brûlé cette tache à l'azote liquide qui, selon mon dermatologue actuel, m'a dit que c'était pas quelque chose à faire, mais peu importe, c'est l'histoire. Puis j'ai conservé cette tache environ 2 ou 3 ans jusqu'à la fin de notre expatriation en Asie et notre arrivée aux États-Unis. Ça ne m'inquiétait pas trop, je ne voyais pas trop l'évolution de cette tache. Mon épouse m'a poussé donc à consulter un dermatologue, chose que j'ai fait, puisqu'un homme, une tache sur la peau d'un homme, ça ne me dérange pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc j'ai consulté un dermatologue aux États-Unis qui lui, j'ai consulté mon médecin, puis le dermatologue qui lui m'a dit qu'il va regarder ceci de très près. Je peux mentionner aussi que j'ai pas consulté de dermatologue en France lors de nos retours fréquent d'expatriation. C'était peut-être une erreur que j'ai fait, c'est de ne pas considérer cette tâche et d'attendre. Et comment s'est passé le diagnostic, le premier vraiment du mélanome? Par quel médecin et quelle a été la suite en fait pour identifier la nature de la lésion? Donc, en fait, je suis allé consulter mon médecin traitant aux États-Unis, qui m'a orienté vers un dermatologue. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, les choses vont assez rapidement. Le système médical est il y a beaucoup de ressources. Donc, on parle en semaines. Donc, 2 à 3 semaines plus tard, j'ai rencontré le dermatologue qui, lui, a effectué un prélèvement pour une biopsie. Et 2 jours plus tard, donc, il m'a informé par téléphone que le résultat indiquait que la profondeur de la mélanome était de 1,3 mm, que c'était une mélanome, que cette tache était une mélanome. Donc, grande question, j'ai pris note de ce qu'il me disait, mélanome.
j'ignorais complètement ce qu'était un mélanome. La signification de 1,3 mm m'était inconnue. Alors bon, pour eux, ils pensent qu'au-delà de 1 mm, le mélanome, c'est une cellule cancéreuse en fait qui peut être très dangereuse. Donc il m'a orienté vers le médecin en oncologie que j'ai rencontré sous quinzaine. Et donc, lui, le médecin en oncologie, a programmé une intervention chirurgicale sous 2 semaines à nouveau. Le premier grand choc, je dirais, pour moi, a été de savoir que j'étais atteint de cancer, puis après de voir la plaie qui résultait d'avoir retiré cette mélanome, puisque la plaie sur mon avant-bras droit, je ne suis pas une personne très forte physiquement, donc elle était de 12 cm de longueur par 7 cm de large, et donc on voyait l'enveloppe du muscle. Donc j'ai réalisé vraiment pourquoi ils font ceci, c'est parce qu'ils enlèvent une marge de sécurité autour du mélanome, de façon à être sûr qu'ils enlèvent toutes les cellules cancéreuses. Donc la dimension de la plaie était spectaculaire. Ça a été un choc, je ne cache pas. Par contre, la fermeture de la plaie a été rapide, 3 à 4 semaines, grâce à l'utilisation d'un Woundvac. Alors, je ne connais pas le terme en français, mais c'est un équipement qui permet la cicatrisation par une pression négative. Donc, 24 heures sur 24, vos chairs sont sous pression négative, donc il n'y a pas d'exposition à l'oxygène et ça favorise a priori la cicatrisation. Donc, et là, effectivement, je dois souligner la rapidité des soins aux États-Unis. C'est pas déroulé un mois entre la rencontre initiale entre le dermatologue et la chirurgie. Et je crois que ça a été un point très, très important d'aller très vite. Malheureusement, je n'ai peut-être pas été assez vite au moment de l'apparition de la tâche, mais après, sur les soins, cela a été très, très vite. Oui, le tout, c'est le diagnostic qui, généralement, se fait en première intention par un diagnostic, mais en tout cas des signes d'alerte par le patient à la maison pour avoir cette démarche d'aller voir son médecin et d'où l'importance d'informer parce que il est vrai que plus on agit vite, mieux le mélanome se soigne. Exactement, je crois qu'il est très important d'avoir un dermatologue attitré, en fait, d'aller voir régulièrement un dermatologue, même si il est difficile d'avoir accès à ces personnes. Il est important de procéder à des inspections visuelles de la part d'un dermatologue, même de son épouse, ou de son compagnon, de façon à identifier les anomalies. On ne sait pas toujours ce qu'est une anomalie. Un dermatologue le reconnaîtra très rapidement. Donc, je recommanderais à tout le monde d'avoir un dermatologue et de consulter régulièrement, même si ce n'est qu'une fois par an dans les plus jeunes années. Et donc, à la suite de ce diagnostic, donc on a vu qu'il y a un premier traitement qui est chirurgical qui s'est mis en place, donc une exérèse avec, comme vous le disiez, une exérèse et du mélanome et également d'une marge de sécurité. Comment s'est passée en fait la suite du traitement? Est-ce que vous avez eu chimiothérapie, immunothérapie? Donc en fait, ensuite, donc j'ai été sous surveillance, après la chirurgie, j'ai été sous surveillance dermatologique. Je rencontrais mon dermatologue tous les 3 mois pour une inspection visuelle. J'ai également rencontré mon chirurgien oncologue tous les 6 mois pendant 1 an. Ce dernier m'a recommandé de palper régulièrement mes aisselles afin d'identifier une éventuelle anomalie. Et exactement 2 ans après la chirurgie à mon avant-bras, à l'exérèse, j'ai perçu par palpation une grosseur au niveau des ganglions de mon avant-bras droit. Sans attendre, je l'ai signalé à mon dermatologue qui m'a orienté en urgence vers le chirurgien oncologue qui, lui, a suspecté une récidive du mélanome. Et il a recommandé d'effectuer une biopsie du ganglion et ou des ganglions et de débuter un traitement en immunothérapie au plus tôt dans le cas où cette grosseur, la biopsie s'est avérée a révélé donc une tumeur
Donc, j'ai débuté un traitement, bien sûr, après la biopsie, j'ai effectué divers scans IRM pour vérifier donc que la taille de la tumeur, pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastase autre part dans mon corps. Et par chance, donc, la récidive s'est limitée à un seul ganglion. L'oncologue, donc ici aux États-Unis, on parle de médecine oncologie et de chirurgie oncologie. Donc, l'oncologue en médecine, donc, a choisi un test clinique, un essai clinique, avec une référence bien sûr, donc pour une injection toutes les 3 semaines de pembrolizumab, un néoadjuvant qui le nom commercial est Keytruda de Merck. Et donc ce traitement dure 1 an, une injection toutes les 3 semaines, donc 17 injections. Je suis actuellement à la 15e. Après 3 ou 4 premières injections, ce qu'ils font, ils retirent la tumeur. Il y a une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur. Le fait est que donc les molécules de néoadjuvant se concentrent autour de la tumeur. Ensuite, ils enlèvent la tumeur et le néoadjuvant peut continuer à travailler sur d'éventuelles ramifications cancéreuses. La zone est bien traitée, d'après leur dire. Et les injections ont repris ensuite, donc jusqu'à la fin du traitement. Ensuite, il s'est avéré, donc après 10 mois de traitement, j'ai perçu des symptômes de dysfonctionnement de mon système auto-immunitaire. Pardon. J'étais en fatigue profonde, je comprenais pas trop. Et donc, il s'est avéré que l'hypophyse ou la glande pituitaire ne sécrète plus d'hormones, dont l'ACTH. Donc, de ce fait, il est nécessaire de compenser ce déséquilibre hormonal par une prise quotidienne d'hydrocortisone. Bon, cet effet secondaire, donc du néoadjuvant, est connu, mais par contre, il est irréversible. Bon, c'est pas vivable, hein, donc je prends ma petite pilule de tous les jours de l'hydrocortisone et voilà, donc c'est là où j'en suis dans mon processus de guérison. Et le mois prochain, je terminerai mon traitement en immunothérapie, sachant que tous les 3 mois, depuis le début du traitement, j'ai un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de reprise, etc. Et pour l'instant, c'est neutre. Le scanner ne révèle pas d'activité. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que dans ce parcours avec les médecins, vous avez eu besoin d'avoir des avis complémentaires ou d'avis de médecins français durant tout ce parcours? Oui, malgré que les soins s'avèrent être de très bonne qualité ici aux États-Unis, les erreurs de diagnostic sont possibles, l'erreur est humaine. Il est important, à mon avis, d'obtenir un deuxième avis et de consulter un autre médecin, chirurgien. Et chose que j'ai faite grâce à l'aide de ma mutuelle et de deuxième avis, bien entendu, j'ai pu avoir accès donc au centre Lyon-Bérard, qui est un centre spécialisé dans le traitement des cancers, avec une compétence certaine quant au mélanome. Merci pour le partage de tout ce parcours médical. Est-ce que maintenant vous accepteriez de nous parler du vécu? Comment est-ce que vous avez pu être soutenu dans tout ce parcours vers la guérison? Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Pouvez-vous nous partager cela? C'est une situation difficile à gérer psychologiquement. C'est une maladie, c'est une intrusion dans votre vie, parce que, bien sûr, ça n'arrive qu'aux autres. Il est difficile pour le patient et pour ses proches. C'est un choc pour tout le monde, pour toute la famille. Bon, cependant, nous avons fait bloc, mon épouse, mes enfants, pour comprendre la maladie, comprendre le traitement, et pour continuer à vivre presque normalement. J'ai continué mes activités sportives. Être à l'extérieur était un équilibre pour moi, et j'ai continué ma vie normale. Bien sûr, il y a le choc, la colère, le refus, puis l'acceptance après, et puis la force.
force qui est apparue après le choc pour dire, eh ben, on va y arriver. Oui, comme vous dites, il y a une vraie étape de deuil. En fait, les étapes que vous décrivez là sont des étapes de deuil, c'est-à-dire on annonce une nouvelle et ensuite le fait d'arriver à entre guillemets la bataille, on doit traverser des étapes particulières qui d'abord la colère, ensuite le refus, ensuite l'acceptation. Et ensuite, on part en tant que guerrier et on se bat. Oui. Et pour donner une idée, bon, tout le monde réagit différemment, mais ce processus a bien duré, ces étapes, ça m'a bien pris 1 mois, 5 semaines pour me dire, bon, je suis prêt. Allez, on y va. Oui, je pense que c'est important de dire que les étapes de deuil, personne ne réagit pareil. Parfois, il y en a qui ils suivent pas les étapes dans le même ordre, ou ils sautent certaines étapes, et parfois les étapes sont plus longues. Il n'y a pas de cas similaire dans cette étape. Je crois que vous aviez également, ce que vous disiez en début d'entretien, que vous aviez 2 filles qui sont dans le médical, donc vous aidez également à comprendre la maladie. Oui, donc oui, l'importance d'être entouré est significante. En fait, ma famille m'a beaucoup aidé. Mon épouse, puisque nous vivons sur 2 continents, mon épouse au quotidien. Bon, je dirais mes filles au quotidien aussi, puisque on communique, on textote, comme on dit maintenant, par WhatsApp et choses comme ça. Mais donc une de mes filles est psychologue, elle a 20 années d'expérience, donc elle m'a beaucoup aidé pour justement, ce dont vous parliez, pour aller plus vite dans la gestion de ces étapes, après le choc et l'acceptance, etc., aller vers l'acceptance et la bataille. Ma fille m'a beaucoup aidé, Puis ma seconde fille également remarquable, docteur en biologie, donc elle travaille dans un hôpital à Lyon, la Croix-Rousse. Bon, très orientée, qui connaît très bien son métier, très orientée aussi vers les médecines alternatives comme le Reiki, la réflexologie, etc. Malgré que l'on croit à la médecine, on a aussi associé toutes ces choses de façon à être sûr qu'on gagnerait la bataille. Elles m'ont demandé de prendre plus soin de mon corps, d'être plus attentif à mon corps, donc de commencer du yoga, chose que j'avais jamais trouvé la nécessité de faire. Donc c'est un outil particulièrement fort et nécessaire pour comprendre son corps, pour lire son corps, comme elles disent. Tous ces éléments ici m'ont apporté beaucoup de quiétude, de force, de joie et puis beaucoup d'amour finalement. J'ai reconnu beaucoup d'amour dans tout ça. Donc je peux dire que je suis heureux. J'ai mon cancer, mais je suis heureux. On est toujours dans la bataille, mais heureux. Merci beaucoup pour ce partage. Pour finir et dans notre conclusion, auriez-vous des conseils à donner à des personnes qui traversent la même situation? Que pourriez-vous leur dire si vous aviez quelque chose à leur apporter? Comme nous le disions, donc tout le monde réagit, enfin comme vous le disiez, donc tout le monde réagit différemment face à ce genre d'épreuve, mais il y a une étape qui est importante, cette fameuse période qui est très difficile tout au début, après le diagnostic. Donc comme l'on disait, donc la colère, le refus, l'acceptance et après la réaction à la bataille. Donc c'est très important et je recommande d'apporter beaucoup d'importance à toutes ces étapes de façon à être sûr que l'on a fermé, en fait, vous parliez de deuil, je ne connaissais pas trop ce terme dans ce cas-là, mais je vous entends. Oui, effectivement, il faut surtout bien gérer, c'est une plaie, il faut bien gérer et être sûr qu'on la referme. Ensuite, je conseillerais donc de bien comprendre la maladie. Donc, je conseille de lire des revues scientifiques, si vous en est possible. Ce n'est pas possible de lire tout au début. Dans la période de colère, il est préférable de ne pas lire sur le cancer, etc.
Mais une fois que vous êtes dans la phase de résistance et de combat avec la maladie, donc, si on peut parler ainsi, je recommande de lire des revues scientifiques de façon à comprendre la maladie, de comprendre les traitements qui vous sont infligés, de comprendre la surveillance, de comprendre son corps pour être sûr qu'on aide le corps médical pour dire « Oh, il se passe ceci ici, qu'est-ce que vous en pensez ?» pour surtout identifier les effets secondaires, malheureusement, qui peuvent arriver. Donc, bien connaître son corps et les messages que nous envoie son corps sont très importants. Ensuite, je recommanderais d'être très vigilant quand on parle de la maladie. Il faut parler de la maladie avec des personnes averties. Les curieux ou les bavards, si je veux rester poli, peuvent être des personnes destructives, voire toxiques. Il faut faire très très attention dans la communication à propos de sa maladie. Mais merci pour tous ces conseils, les étapes du deuil, s'informer et s'entourer de personnes bienveillantes. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Oui, ça a un mot très positif. Un cancer, ce n'est pas la fin du monde. La médecine a fait beaucoup de progrès. Donc, on est malade, oui, mais la médecine a fait tellement de progrès que l'espoir est permis et la vie ne s'arrête pas. Merci Alain pour votre témoignage, pour votre message d'espoir, pour votre bonne humeur. Je suis sûre que votre histoire pourra aider de nombreuses personnes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Alain. Si ce témoignage vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit sur En quelques mots.